En Chine, l'épidémie s'accélère. Selon le président Xi Jinping, la zone de confinement s'élargit. 56 millions de personnes ne peuvent plus se déplacer. On s'est dit les Chinois vont contourner ça parce que c'est des fous furieux ce qu'ils sont en train de faire et ça va rester là-bas. 5 nouveaux cas de coronavirus annoncés ce soir par l'ARS, l'Agence régionale de santé en Bourgogne, ce qui porte à 15 le nombre total de cas dans la région. Je me rappelle, c'était un dimanche soir, j'ai eu des très bons amis qui sont médecins à Mulhouse et ils m'ont appelé en me disant on a peur. Et c'est là, on dit ce coup-ci, c'est grave. L'heure est au confinement général des villes fantômes vidées de leurs habitants. Depuis midi, c'est chacun chez soi. D'un seul coup, l'activité tombe à zéro, on avait 20 personnes, il n'y avait plus rien à faire, l'usine était à l'arrêt. On a fait une réunion de crise avec le comité de direction et lundi à 10 h, on passait voir tout le monde pour télétravail massif. Et on s'est mis en situation à ce moment. À cet instant-là, on se dit que ça va être l'histoire de 15 jours. Un mois, max. Mais j'avais pas saisi que c'était un truc qui paralysait à ce point le monde entier. Sébastien, demain on va avoir une grosse livraison de feutrine. Tu penses qu'on aura suffisamment de place pour t'organiser, pour libérer la place? Ouais. Je suis chez Delfingen depuis 10 ans maintenant. Je m'occupe de tout ce qui est transport pour le site France, tous les imports, les exports, les problèmes de douane, le management des caristes et la gestion du stockage. En mars, au moment de la crise, on a tous été un petit peu perturbés et on était dans une période un petit peu de peur. Donc on venait la boule au ventre, on avait tous peur parce qu'on a énormément de contacts en logistique avec les chauffeurs qui viennent un peu de tous les pays. J'étais régulièrement sur les infos, à savoir, et on se créait une peur. On avait peur d'aller voir nos parents, peur que les enfants voient d'autres personnes. On était vraiment un petit peu renfermés et dans notre bulle isolée, c'était frustrant et paniquant. Mon mari n'a pas pu bénéficier justement du télétravail, qu'il a dû continuer à travailler à 100%. Donc on avait aussi un petit peu cette appréhension qu'ils partent, on va dire, dans le monde extérieur et qu'ils reviennent à la maison. Donc c'était lave-toi les mains, mets tes habits à la buanderie. On était vraiment dans une panique totale au départ au mois de mars. Salut! Salut Régis! Ça va et toi? Il y en a, le masque, c'est... Il faut qu'il y ait des protections qui soient tolérables, mais il faut que 99% des gens les portent. Voilà. Au final, ça va pas si mal que ça, pour nous, pourvu que ça dure. Et dans cette construction, c'est du 4500, et en fait, à la couche interne, celle-là, et la couche externe qui sont les... Sur le site où on est ici, qui est le site historique en France, à Anteuil, Delfingen, l'activité principale du groupe, c'est tout ce qui est protection des faisceaux électriques dans les véhicules, et puis des tubes techniques pour les transferts de fluides. Donc c'est à peu près 250 personnes sur le site, pour un groupe où on est 3600, répartis dans 21 pays, et plus d'une trentaine de sites de production.
Le premier confinement, ça met une bonne claque. Surtout qu'en plus, moi, j'ai mon fils qui est né le 2 mars, donc 10 jours avant le début du confinement. Donc voilà, on était un peu en stress en disant est-ce que la maternité, ça va bien se passer? Est-ce qu'on va être... est-ce que moi, je vais avoir le droit d'y aller pour l'accouchement, etc. Donc ça a été un petit peu en stress à ce moment-là. Le plus dur, c'est ça. C'est des moments où s'isoler. Tu as une réunion d'1 heure avec un client. Tu peux la faire là, mais tu sais que tu vas gêner les autres et c'est pas confortable parce que tu risques aussi d'avoir le bruit. C'est ça qui nous manque. J'ai fait toutes mes études à Besançon, au CHU de Besançon. J'ai exercé, je ne vais pas dire 2 ans au CHU et puis 4 ans en libéral dans la région. Et effectivement, j'ai une spécialité de rhumatologie et une formation plutôt immuno-rhumatologie avant de venir dans l'industrie. C'est vrai que d'avoir eu ces 2 casquettes, on ne prend pas forcément toujours les bonnes décisions, mais ça permet de rassurer un petit peu sur la démarche. Puis à l'époque, je voulais faire surtout de la chirurgie, donc j'ai mangé un petit peu de bloc opératoire. Donc voilà, il y a certaines pratiques d'hygiène qui reviennent ou qui sont difficilement transposables, donc il faut rester très pragmatique. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être cette possibilité-là de prendre un petit peu plus de recul par expérience. Tout de suite, la volonté de Gérald, c'était la santé, la sécurité avant tout. Mettre en place un protocole, des masques, les gestes barrières, du gel. Sur le nez, salut. Sur le nez, ton masque, salut. Après, il faut quand même être assez honnête, c'est qu'on était la tête dans le guidon et cette crise qui est arrivée, j'en ai pas mesuré l'importance. Maintenant, on est dedans. Reste quand même prudent sur l'évolution que ça peut donner, mais même avec ce passé-là, on ne l'a pas anticipé jusqu'à ce qu'elle soit à nos portes. C'est relativement humain, mais c'est comme ça. Donc ça permet une certaine modestie là autour. Bonjour. Alors ça, c'est notre cœur de métier depuis tout le temps. Tout ce qu'on fait ici, on fait des préparations en fait, pour dessert pour l'industrie et la restauration. Panna cotta, cheesecake, crème brûlée, tiramisu, tout ce qu'on peut trouver en fait, sur une carte de dessert. Et ici, en fait, c'est la cuisine centrale où on fait les recettes, on mélange les recettes. Immédiatement, quand la crise est arrivée, on était bien conscient que notre clientèle était essentiellement axée sur la restauration, restauration mondiale, donc États-Unis, le secteur Europe et l'Asie. Donc immédiatement, on a compris que l'activité allait être en berne et de façon assez durable. Et là, on a bien vu qu'il y avait certainement une page à écrire sur le gel et les solutions hydroalcooliques. Il y avait une pénurie, comme il y avait une pénurie de masques. On s'est dit, on utilise de l'alcool. Est-ce qu'on ne serait pas capable de... On sait faire des desserts, mais on ne serait pas capable de faire également du gel ou de la solution. Alors vous vous rappelez, mars 2020, tous les volumes s'arrêtent, d'un seul coup les commandes s'arrêtent, du stock de matières premières, des commandes qui sont annulées, White Oak aux États-Unis qui nous commande un camion qui l'annule au dernier moment. C'est vrai que le début du confinement, on se disait on allait faire quoi, il allait se passer quoi, on s'était posé de grandes questions. Et à partir de là, on se réunit tous et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Et donc les volumes étaient réduits au strict minimum. Et à un moment donné, on s'est dit on va faire du gel hydroalcoolique. On ne s'est pas posé de questions. On a juste mis le pied dans le plat, comme je dirais, et puis on a changé de profession. On a fait un peu de chimie, on a fait des mélanges. Là, on a respecté à la lettre les mélanges qu'on avait à faire, comme on le fait sur de la crème. Et on a fait du gel à la place de faire de la crème. Et je vous dis, j'ai, je ne sais plus, 115, 120 tonnes en commande. Il va falloir en faire au moins 15 tonnes par jour. On était le vendredi et à partir de lundi, il fallait produire pour pouvoir y arriver. Voilà. Je ne savais pas comment y prendre et je crois qu'on était tous autour de cette même table. Et là, vous m'avez dit, pour certains, genre, il va falloir acheter des tire-pales, des gerbeurs,
Il va falloir s'organiser, il va falloir travailler en décalé de 8, 3-8. Mais après, Georges nous parlait de 100 tonnes, 300 tonnes, 600 tonnes, 900 tonnes. De toute façon, la pénurie de gel hydroalcoolique était là. Et en même temps, on sauvait un petit peu le monde parce que c'était la solution, se laver les mains et se désinfecter les mains pour ne pas contaminer encore plus. Ça a remué les tripes de tout le monde et puis c'est pour ça qu'on s'est investi comme ça à fond, quoi. C'est vrai que d'avoir une équipe comme on a là, c'est exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que jamais de la vie, on n'aurait pu faire ça sans une équipe motivée. C'était, en termes de moments forts de l'entreprise, ça a fait partie vraiment des moments de l'année. C'était vraiment un moment fort où on s'est dit, tiens, je peux compter sur tout le monde, mais vraiment sur tout le monde. Il y avait la peur du Covid, il y avait la peur du virus, il y avait la peur aussi d'un produit explosif. Mais il y a vraiment eu une mobilisation et puis c'est vraiment, oui, ça touche. L'entonnoir, c'est un endroit qui apporte ce qui manquait à cette ville, je pense. C'est-à-dire un club d'une jauge de 300 dédié aux musiques alternatives, voire musique dite extrême, le hardcore, le métal, l'électro. Le premier confinement, j'ai de la chance, j'habite à la campagne. Donc, j'étais condamné à rester dans ma cambrousse. Bon, ça c'était plutôt agréable, on va dire. J'adore être chez moi. Donc j'ai de la chance, j'habite pas dans une tour, j'ai un jardin, voilà. Donc, je m'en suis plutôt pas trop mal sorti. Après, professionnellement, c'était l'angoisse totale parce qu'au tout début, on savait pas si on serait aidé. Puis je me suis dit que j'étais pas tout seul dans ce cas-là. Alors j'ai créé une asso dédiée aux patrons de bars, de restos et de boîtes de nuit de Besançon. J'ai appelé ça le BBRBU, parce que je trouvais que c'était imprononçable et que c'était marrant. Donc ça veut dire bar, boîte, resto de Besançon unis. Et les yeux vers moi. Je souris mais je suis en colère. Ouais, ben alors souris pas. Non, non, je souris pas. Non, souris pas, fais comme t'as envie. Exprime ce que t'as dans la tronche en ce moment. Ça montre qu'on est vraiment dans le même bateau, dans le même merdier. Donc ça a créé un lien qu'on aurait bien aimé éviter d'avoir. C'est-à-dire qu'on est liés par cette crise de merde. Mais d'un autre côté, j'espère qu'on va ressortir de là avec une mentalité un peu plus solidaire en se disant, voilà, on fait le même métier, ou alors moi je suis dépendant de toi en tant que technicien, en tant qu'artiste, en tant que DJ, en tant que photographe, en tant que restaurateur. Et voilà, bossons intelligemment ensemble, essayons que tout le monde s'en sorte, quoi. Là l'idée c'est que tout le monde s'en sorte. Bonjour. Bonjour, bonjour Sébastien. Ouais, bien. C'est que vous avez en ligne. Hervé ? Hervé. Salut Hervé. Oui, bonjour. Depuis le mois de mars, c'est maximum de télétravail. On a assoupli un petit peu les règles parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui sont en souffrance, qui ont besoin de rentrer en contact avec les autres. Après, on a des services qui peuvent faire du télétravail, comme les services centraux, support, ou des gens comme le comité de direction qui étaient déjà en forte mobilité. Et puis il y a des gens qui ne peuvent pas télétravailler, comme la partie indus, comme la partie production,
Et là, c'est compliqué parce qu'on crée des dissensions entre ceux qui peuvent bénéficier du télétravail, ceux qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail, et puis les contraintes de service, comme sur le développement, on a besoin de ces interrelations. Stéphanie, il y a Mika qui m'a dit qu'il manquait des pièces pour la protecte-glace, donc le camion est là, donc je voudrais voir avec toi quand ça sera produit, pour que je puisse décaler les camions. Rapidement, on est vite parti en chômage et en télétravail. Le télétravail m'a apporté du bon temps au début de la crise, on va dire, parce qu'on avait la période de chômage, je travaillais que le matin, j'avais des jours aussi de chômage entier. Donc ça m'a permis de profiter de mes enfants, d'avoir du bon temps. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir aussi à mon mode de vie et de mes priorités. Mais après, ça ne pouvait pas continuer parce que quand l'activité a repris petit à petit, niveau communication, c'était encore plus dur. De gérer l'équipe sur les quais depuis chez soi, c'était compliqué. Donc c'était pas gérable. Il y avait des tensions naturellement qui se créaient. Et donc en septembre, je suis revenue à 100% au travail pour faciliter les tâches parce que c'était ingérable en fait, depuis chez soi. J'ai profité d'avoir quelques minutes pour aller faire 2 petites courses. C'est l'avantage du télétravail, on peut un peu s'organiser pour aller faire des petites courses le temps de midi ou le temps d'une pause. Après, l'idée, c'est pas non plus d'y passer trop de temps, c'est de pas faire quelque chose qu'on ferait pas spécialement si on était au travail, en fait. Moi, je m'occupe de la partie matériaux pour la business unit transfert de fluide. Donc ça consiste à développer des nouveaux produits et tous les développements qui sont justement en lien avec des nouveaux matériaux. C'est un boulot assez transverse, avec des discussions avec les achats, avec les opérations, avec les sites et avec toute la partie bureau d'études. Là, je suis en conversation avec du coup, le directeur de la partie ingénierie sur la Roumanie. Et du coup, on essaie de se trouver un créneau pour se faire un petit entretien, discuter un sujet lié aux matériaux. On chatte parce qu'on est à distance, mais si j'étais sur place, on se déplacerait et puis on discuterait de vive voix, ça irait plus vite. C'est vrai que le confinement et le télétravail m'a pas spécialement plus pesé que ça parce que je suis dans un environnement qui est agréable. Mais j'ai des collègues, et notamment des gens de mon équipe, pour qui ça a été plus difficile, qui se sont retrouvés confinés là tout seuls dans un tout petit appart, et c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Hello! Salut Mathis. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, ok, tranquille. J'ai demandé à Xavier de faire les mesures dimensionnelles sur du coup le tube de l'Inde. J'ai reçu du coup hier ou ce matin les résultats. Ce qui est compliqué, c'est aussi d'arriver à décrocher, de se forcer à faire des pauses. C'est sympa, là. L'hiver, à l'automne, il y a les biches qui viennent au bord de la forêt, là, juste au coin du jardin. C'est plutôt agréable. Mais ça nécessite quand même une bonne organisation, une bonne hygiène de travail, de pouvoir faire du home office. Certains s'accommodent bien. On a des mamans, surtout des mamans qui sont avec les enfants, qui passent du temps, qui arrivent à gérer leur travail. Il faut de l'organisation. Et puis on en a d'autres qui sont arrivés à des phases d'épuisement, en disant j'ai besoin de revenir. Donc on a laissé les bureaux ouverts pour qu'ils puissent revenir. Et toute la démarche maintenant, c'est de dire, c'est cet équilibre entre le travail à la maison ou sur place, c'est-à-dire on peut travailler, pour ceux qui peuvent en bénéficier, de télétravail, parce qu'on a besoin de s'organiser entre notre vie familiale, notre vie pro. On a tous des contraintes, des emmerdes, des choses comme ça à gérer.
Et on n'est pas là à compter les heures ou les minutes passées, mais l'efficacité, le travail fait. Et puis on a besoin aussi de se retrouver pour des réunions, pour des coordinations, pour un temps de respiration, pour des bons moments partagés. Et là, on se retrouve au bureau, à la cantine, dans une réunion, pour une matinée, un jour, où on vient pour ça. Non mais après, ils peuvent amener des croissants en venant du télétravail. Ah ouais, bah c'est fait exprès ça. Bon allez, bon après-midi. Ma mère. Oh, mais ma mère, mon père. Ça va? Ah bah, tombe bien parce qu'il n'y a personne. Mais c'est normal, et puis c'est tant mieux. Il a fallu que j'expose pour que tu descendes en ville, quoi. Alors l'avantage des photos, c'est qu'il n'y a pas les masques. Exactement. Tiens, Mario. En tout cas, t'es moins beau que tes parents. Évidemment. Ils m'ont foiré, La légende dit que j'ai été conçu dans une 2 chevaux. Entre Villers et Montpont. Et Méré. Ouais. Bienvenue, le papa. C'est le même maintenant qui le fauteuil. Ouais, c'est M. Morel. Et il est désespéré. Peter et Thierry, en fait, ça a été les 2 premiers et je les ai pris en photo dans mon garage. Mais il y avait l'obscurité derrière. Et puis du coup, c'est ça qui a déclenché la série. Et du coup, je me suis dit, il me faut un fond noir, donc on va faire ça au bouclard. Le principe de cette expo, c'est de mettre en avant non seulement les visages des hommes et des femmes de l'ombre, des petites mains du spectacle, dont le grand public ignore même souvent l'existence. Et puis surtout d'exprimer à travers juste leur regard, leur attitude, leur désarroi, leur angoisse, leur inquiétude sur l'avenir de leur métier, l'avenir du secteur culturel. C'est l'état d'esprit dans lequel sont ces gens en ce moment. Et oui, il est dark. On m'a fait la réflexion, ouais mais les gens ils sourient pas. Ben non, mais ils n'ont pas envie de sourire eux en ce moment. Eux ils savent pas ce qu'ils feront de leur vie prochainement. Et puis ils sont inquiets de voir que la culture est considérée comme non essentielle. Voilà, non seulement c'est leur raison de vivre, mais en plus c'est des gens qui sont des acteurs culturels et qui sont donc conscients qu'une société sans culture, c'est une société qui va dans le mur. Ce que je trouve sympathique, enfin intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les artistes et les techniciens, c'est-à-dire ceux qui sont sur scène et les autres qui sont dans l'ombre, qu'on appelle parfois, enfin que j'aime bien l'appellation, les indispensables anonymes. Parce que voilà, c'est des gens sans qui le spectacle n'existerait pas, mais c'est pas des gens qui ont toujours leur nom sur l'affiche, c'est pas des gens dont on reconnaît suffisamment les mérites. Ici, c'était les fûts d'alcool qu'on a utilisés, de glycérine, etc. Sur les gels hydroalcooliques qui vont être en partance puisqu'on n'en a plus besoin aujourd'hui. Tout ce qui rentre dans l'usine est contrôlé. C'est très très strict. On ressemble à des cosmonautes après, effectivement. Alors ici, on a toujours les mains propres parce qu'en fait, on fait cet exercice 20 à 30 fois par jour. Chaque fois qu'on va dans un atelier, on se relève les mains. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Bien? Oui, très bien. Bonne journée aujourd'hui? Petite journée. Petite journée, d'accord. Petite journée, oui. Ok. À 5 à 8 à emballer.
Bonjour Guillaume. On s'est dit, il va y avoir quelques axes qui vont redémarrer. Il va y avoir une consommation différente demain. Et dans la consommation différente demain, on s'est dit qu'il va falloir aller sur des produits essentiels. Qu'est-ce qui va marcher? Il va forcément y avoir un développement de tout ce qui est vente à emporter. Et on a vu qu'on pouvait se développer dans des préparations fromagères, type préparation pour tacos, à l'emmental, au comté ou d'autres choses. Pas de soucis particuliers, tout va bien? Non, ça va. Si on n'avait pas fait le virage gel et le virage sauce, clairement, on aurait fait une année catastrophique. Donc, ce qui fait qu'en 2020, sur la période du printemps, avec le gel, on a largement compensé la baisse d'activité sur les desserts. Et ensuite, on a mis les bouchées doubles en R&D pour développer nos gammes de préparation pour sauce. Donc, on est allé sur le salé. Et là, on avait déjà tout le réseau, puisqu'on avait déjà nos grossistes au niveau mondial. On avait notre clientèle de restauration qui était prête à acheter ce type de produit. Et là, effectivement, aujourd'hui, on ne fait pas encore autant de sauces qu'on fait de desserts, mais on a presque rattrapé notre activité dessert à travers les sauces. Donc ça nous a vraiment permis finalement de faire une année, l'année dernière, où on aurait dû être à 10 ou 20% d'activité uniquement sur la partie dessert. Finalement, on a fini l'année à peu près avec 80% d'activité sur l'année, ce qui était encore très correct et nous a permis vraiment de sauver l'année 2020. L'Europe et le monde risquent de connaître la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. On l'entendait ce matin dans nos journaux, la France est entrée en récession. Le PIB de la France devrait reculer de 6% au premier trimestre. C'est du jamais vu depuis 75 ans. Vous avez parlé de choc, Christine Lagarde, pour qualifier la crise que nous traversons. Le mot semble faible aujourd'hui, non? Il faut comprendre que cette crise sanitaire terrible... On a abordé cette crise en disant oui, ça va être difficile. Au début, comme dans tout, on a des gros doutes. On voit les éléments qui baissent très fortement dans les livres de commande. Mars, on fait un petit moins 10% parce qu'on fait un très bon début de mois de mars. Les États-Unis se tiennent bien. Le mois d'avril commence à être une folle descente. On est à moins 75%. Donc là, on est tendu. Le mois de mai descend encore très fort, on est à moins 90%. Et là, ça commence à vraiment à faire peur. Il ne faut pas que ça reste là trop longtemps. Voilà, on serre un petit peu tous les boulons et puis on prépare les scénarios catastrophes. Le scénario catastrophe pour une entreprise, c'est le cash. Donc les entreprises meurent par le cash, peu par leur problématique de stratégie ou de positionnement. C'est le cash qui tue et qui tue vite dans les périodes de crise. Les crises comme les guerres, c'est des accélérateurs de l'histoire, donc c'est des opportunités. C'est peut-être le côté optimiste. Il faudrait que les chefs d'entreprise, on doit être optimiste. Mais c'est le côté positif. C'est-à-dire, de toute façon, la crise, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'assied, on pleure, ou on essaie d'y trouver des éléments structurants, positifs, qui amènent une dynamique à l'équipe. Alors, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours, quand vous les cumulez, bon, il faut trouver un petit coin tranquille pour aller réfléchir et parfois boire un coup, passer une bonne nuit, et puis le lendemain matin, on repart sur des bonnes bases. Notre principal concurrent, basé en Allemagne, qui appartenait à un fonds, a eu d'énormes problèmes financiers et a été mis en vente. Donc c'était pour nous l'opportunité de consolider significativement notre position de leader sur le marché, en absorbant le numéro 3, on était numéro 4, et en absorbant le numéro 3, on est devenu le numéro 1 mondial l'année dernière en période de crise. Mais c'est toujours en période de crise qu'on fait les meilleures affaires, quoi. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de changements de propriété. Et on voit bien que c'est une crise longue et c'est pas fini. Voilà, c'est allumé. On peut ouvrir. Enfin non, on peut pas.
le sentiment d'injustice, là, il est flagrant. Et puis, il s'ajoute au désespoir, oui, il s'ajoute à la déprime. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, si, dépression, clairement. T'as le burn-out. Eh ben, nous, ce qu'on vit, c'est un burn-off. C'est-à-dire que ce qui nous fait cogiter, ce qui nous rend complètement tarés, c'est d'être off. C'est pas d'être surmené de boulot. On est surmené d'inactivité et puis de rien à l'horizon. T'en as quand même qui préféreraient bosser qu'à désassister et puis d'attendre comme ça dans l'inaction. C'est bon pour personne, ça l'a jamais été. Et puis on peut pas dire à un restaurateur de se réinventer et puis de chevaucher le tigre. Je suis désolé, c'est des gens qui peuvent pas entendre ça. Ils ont investi une vie dans un établissement. Tu peux pas leur dire, toi tu vas faire ébéniste ou va t'inscrire en intérim. Non mec, moi j'ai investi 1,5 million dans un établissement que tu me forces à fermer alors que je m'étais adapté. Je répondais à tout ce que vous m'aviez imposé. Mon père a démarré il y a une cinquantaine d'années dans la production d'œufs avec une idée très originale à l'époque. Tous les œufs venaient de Bretagne et mettaient à peu près une semaine pour traverser la France et étaient nourris essentiellement avec des farines animales et des graisses animales. Et à l'époque, il s'est lancé avec un projet en se disant « moi je vais faire un œuf daté du jour de ponte en maîtrisant mon aliment, vraiment avec une culture du champ à l'assiette ». Et c'est ce qui a fait le succès de Coquille pendant une cinquantaine d'années. Et notre vision aujourd'hui, on cherche vraiment à faire les choses différemment des autres, à se différencier, à ne pas chercher le volume pour le volume, mais à chercher vraiment des circuits qui soient assez durables. Et là, on est en train de lancer une nouvelle filière, alors qui est intéressante, parce que pendant le Covid, il faut savoir que les paysans en Franche-Comté, à un moment donné, avaient trop de lait et jetaient le lait. La consommation n'était plus là. On s'est engagé, nous, à reprendre le lait. Et ensuite, il a fallu mettre en place une filière, donc un investissement important, qui est de l'ordre de 2,7 millions pour l'entreprise, donc c'est très important. C'est un petit peu le modèle de ce qu'est le patron, mais en région. Voilà. En fait, l'idée sur le lait, c'est de sortir complètement des codes. Donc les codes aujourd'hui, c'est plutôt ça, hein, avec la Franche-Comté le bleu. Ça, j'aimerais bien travailler autour avec la marquise de Courbet, autour du peintre, en faisant en fait une collection de ces différents tableaux. Et on peut faire une planche avec 12 tableaux différents. Voilà la dernière maquette du lait de pays franc-comtois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. Moi, il y a un truc qui pas qui m'embête, mais qui ne sera pas forcément extraordinaire quand on va fabriquer, c'est que les deux bords, ils vont venir se rejoindre. Oui. Et du coup, ça fait une figure. Et quand il y a du texte ou une image, le chevauchement, je ne peux pas garantir un chevauchement parfait. On voulait faire un clin d'œil à Courbet, qui est natif de Flagey. On allait droit au but. Hein. On s'est dit c'est du lait de pays franc-comtois. Il faut que dans le titre, on ait tout compris. Donc je pense que c'est le cas. Avec le clocher de Rochejean, les sapins, la verdure, les vaches qui sortent dehors, les Montbéliardes. On a envie de boire ce lait, quoi. Alors en fait, on va faire un essai cet après-midi, là déjà sur la crème brûlée, pour bien valider que tout le process fonctionne correctement. On ne peut plus revenir en arrière. C'est parti. Bonjour à tous. Ça va? C'est bien. C'est vrai qu'il y a un sacré rythme. Vous avez fait quoi? La moitié, pas loin? C'est la 20e pied et on en a 55. D'accord, oui, donc la moitié. Ouais, donc les premiers, c'est les plus rapides, c'est ça? C'est ceux qui nous piquent tout. Donc eux, ils bronzent et puis vous prenez votre temps, c'est ça. Donc là, c'est un petit peu exceptionnel. Là, il y a toute l'équipe AgroDoux, aussi bien les gens en qualité, en R&D, en production, viennent aider en fait pour la mise en ligne. Et demain, le tout va être automatisé. Et les briques seront mises automatiquement sur les palettes et les palettes automatiquement filmées. Tout ce qui se passe ici, en fait, c'est un robot qui va le faire. C'est bon? Là, on en est sur les premières productions test. Donc, on a testé sur la crème brûlée, on a testé sur la panna cotta.
Et demain, on va le faire bien sûr sur le lait. Pour l'instant, ça va représenter à peu près 15% d'activité supplémentaire au niveau de la société. En emploi, on va être entre 1 et 3 emplois, quoi, je pense. La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'ils m'ont dit on y va pour 1 camion par mois. Il y en a un camion par semaine. Non, mais que pour Leclerc. Ah, que pour Leclerc. Ça, c'est vrai? Ah non, c'est vrai. Et il dit un SMI, on doit le passer sans problème dans le mois. C'est la fin? Non, c'est pas la fin. Là. Alors pourquoi il y a un mode dégradé? Donc à la fin, je pense qu'il avait un souci de pression. Et les dernières poches, donc du coup, ne faisaient pas le poids, donc elles sont parties là. Sylvie, c'est pas foutu, c'est mangeable. Ah oui, c'est simplement que ça fait pas de poids, c'est la fin. Bon, est-ce que tu en as 40 kilos? Si tu veux, il y a le comice samedi et ils cherchent des desserts. Eh bien, tu leur mets sur clé puis je leur offre. On a une première période de l'année avec le Covid jusqu'au mois d'avril où c'était calme. Une deuxième partie entre mai et septembre où on était en belle progression, à plus de 20 par rapport à 2019. Et là, pour l'instant, on a une très très grosse progression. Essaie de lever le menton, regardez dans la lampe. Voilà, très bien. Oui, t'es très bien ça, côté Cléopâtre, là, formidable. J'ai eu une chance incroyable d'avoir la photo qui me remplit mon emploi du temps, déjà, parce que 1 an et 15 mois sans rien à l'horizon, c'est psychologiquement pas sain. Donc le fait de me projeter chaque semaine avec un shooting, un modèle, un projet, une idée, déjà, ça me sauve un peu ma santé mentale. Et puis en plus, ça me permet d'avoir une activité où je me sens un peu utile. Ouais, reste sur les coudes, c'est pas mal. Il y a une certaine catégorie de modèles qui viennent me voir pour reprendre un peu confiance en elles. Et ça marche. À travers la photo, voilà, il y a des gens qui peuvent se sentir mieux dans leur peau. Et puis moi, du coup, le fait de les aider à y arriver, ça donne aussi un sens à mes photos et à mon travail, et c'est assez magique. En fait, autour de moi, je connais très peu de gens qui ont trouvé une espèce d'exutoire qui est suffisamment prégnant, qui est suffisamment présent dans leur vie pour leur changer suffisamment les idées. Remets-toi sous la lampe, on va faire d'autres poses un peu. Voilà. Mets un peu les épaules en arrière. La tête sur le côté. Voilà. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Le jour où l'entonnoir réouvre, j'aurai relancé une dynamique photo qui me lâchera plus, là, plus jamais. Je suis redevenu addict à la photo. J'avais laissé tomber parce que mon matériel m'avait lâché à l'époque, et puis parce que j'étais parti professionnellement sur un truc qui était énergivore, qui me prenait du temps, qui me laissait plus le temps pour la photo. Bon, là, j'ai eu que ça, du temps, donc je m'y suis remis à la photo, mais maintenant, je lâcherai plus ce média, ce moyen d'expression. Monsieur Mathieu, tu vas bien? Et toi? Donc, suite à la modification que Pio a demandé, donc il y a une partie des outillages qui justement ont été mis à jour avec l'impression 3D. Je pense que c'est important qu'on continue bien ces activités de développement, là, parce que c'est vrai que ça se tend un peu sur le dernier trimestre. Hein. Quand tu entends les publications puis qu'on a les chiffres, c'est des baisses qui vont être significatives. Je pense qu'il va y avoir des petits soubresauts avant que ça reparte correctement. Continuez bien, bonne visite lundi avec le client. C'est le plus important, il faut préparer l'avenir. On s'aperçoit depuis le mois d'avril une très forte hausse des matières premières. Et là, on arrive sur des
baisse de production par les constructeurs des véhicules par manque de pièces, pas par manque d'envie des consommateurs d'avoir une voiture ou d'acheter une voiture, mais par manque d'offres. Et donc c'est très frustrant puisque on pourrait avoir les volumes, mais il manque les composants, il manque les pièces. Et sur cette fin d'année, c'est vraiment très, très sensible. Oh oui, ça fait bien longtemps que je ne suis pas repassé. Hein. Ouais. Tu vas bien? Ouais. Il y a de la demande, simplement on n'arrive pas à les produire. Quoi. Ça me fait un peu peur quand on dit tu commandes une voiture, il faut que tu attendes 2 ans. Donc les gens ne commandent pas. Les gens ont envie, quoi. Mais comme ils n'ont pas rien à acheter... C'est pas de l'argent qu'on veut cacher ou qu'on veut garder. On attend pour le dépenser. Donc là, ça descend. Ouais, ok. Septembre est pas mal. Donc on a dit, on va voir comment ça se passe sur fin d'année. Puis, de toute façon, ça va remonter. Le pire que je peux nous souhaiter, c'est de faire des heures sup après pour rattraper tout ça. Mais... Moi, je croise les doigts pour que ça se passe comme ça. C'est ce que je leur dis. Je dis, c'est à quelle vitesse ça va redémarrer. Là, on va faire, comme on sait faire, on va faire le gros dos. Puis avec... Les gens vont commencer à se poser des questions, même au moment de Noël, pour les achats des cadeaux et tout. T'as de la peur. T'as de la peur. Les gens vont, là, c'est là que les gens vont commencer à s'inquiéter, ils vont se demander pourquoi. Oui. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir avoir leurs cadeaux et tout. Puis tu entends les pénuries qu'il y a en Angleterre, des choses comme ça. Puis il y a de la peur, il y a de la trouille. On prépare quand même des moments compliqués, mais pour l'instant, pas d'angoisse. Comment? Oui, un peu heureux, mais j'espère que ça ne sera pas quand même traumatisant non plus. Le plus dur, ça va être de garder le moral. Parce qu'on va être assailli de mauvaises nouvelles tout autour. C'est de garder un peu de joie de vivre. Ah oui, parce qu'en plus, les médias, ils aiment bien en mettre. Hein. Moi, je suis restée 13 semaines à la maison. Ouais. J'en pleurais. J'en pleurais. Ouais. Je ne savais plus. J'étais perdue. Ouais. On a besoin du contact. C'est ça. On a besoin du contact. J'essaie de garder un petit peu de sens de l'humour et puis de morale. Parce que de toute façon, ça va passer. Mais, voilà. Ok. Bon, je ne vais pas te pourrir ton week-end. Amuse-toi bien, profite du soleil s'il y en a. Ouais, bon courage. On n'avait pas anticipé cette crise dans la crise. On était sur une tendance qui était bonne sur le début de l'année, sur des matières qui augmentaient. Et on sait qu'en général, avec l'activité qui baisse, les matières rebaissent. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc cette crise-là, on ne l'a pas anticipée en tant que telle, puisqu'on avait encore de l'activité. Elle arrive. Et je pense que c'est l'expérience de ces 18 derniers mois, on n'a pas de prévisionnel qui soit fiable, de modèle prédictif qu'on croit. Il faut avoir l'agilité de pouvoir s'adapter à la situation. J'ai un doute sur le patch. Attends, j'essaie de recomprendre le patch, comment il marche, parce que... Ça t'expliquer? Ouais, non. C'est reparti, on essaye. On essaye d'être prêt. Parce que à être fermé si longtemps, on n'y aurait jamais cru là, à ce que ça repartirait, donc on n'est pas prêt. Mais on va y être, En gros, on remet tout en ordre de bataille. On en profite pour réviser un peu les trucs. Que ce soit la technique ou les frigos. On a refait la partie loge, staff, tout ça. Voilà, puis on a refait un peu notre carte. Donc faut refaire les stocks aussi. Et puis on en profite pour faire un gros coup de clean, quoi. 19 mois de fermeture. Et encore là maintenant, j'ai un peu l'impression qu'ils peuvent nous refermer toutes les semaines. Donc on a du mal à se foutre sur des rails, quoi. On a du mal à y croire. Et au niveau de la jauge, on est à une jauge limitée à 75%. Donc nous, on va prendre un peu de marge, histoire d'être sûr d'être dans les clous. On va limiter à 250, sachant qu'on a le droit à plus de 400. Mais voilà, on va bloquer à 250. Si on les atteint, déjà, c'est bien. Moi, je suis pas convaincu du tout. Avant de carence, tu fais un carré ou tu préfères avec ton... Est-ce qu'on peut pas faire un truc plutôt... Avant, des soirées à 200, 250 personnes, c'était des soirées moyennes, quoi. Donc là, ça veut dire qu'on va faire que des soirées moyennes. Donc est-ce qu'on va s'en sortir? Je sais pas.
Je sais pas. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise et c'est l'ADN d'Agrodou. C'est vraiment une volonté d'être spécifique et rare et de ne pas faire comme les autres. Donc ça nous oblige à innover, prendre des chemins, on essaye d'être vraiment unique de façon à avoir une stratégie vraiment dans la durée. On a investi presque l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires dans une période très compliquée, mais c'est parce qu'on y croit et on a bien fait de le faire. J'ai pris énormément de plaisir à gérer cette crise. Du plaisir parce qu'on a eu pas mal de succès. On a entrepris, nos équipes nous ont suivis. Ils ont vraiment joué le jeu. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais vraiment des gens qui ont tout donné pour réussir. Et on y a pris globalement, je pense, tous plutôt du plaisir. Et on est toujours un petit peu ému parce que quand on pense à ces 2 années qui ont été 2 années finalement très difficile à gérer. On est toujours là, on est là pour demain. Ce qui n'est pas le cas de tous nos collègues. J'ai beaucoup de collègues qui souffrent énormément. Et on se dit, voilà, on était agile, on était rapide, on était opportuniste, je pense. Je n'ai pas eu de décision que j'ai prise, que je regrette aujourd'hui, où je me dis j'aurais dû ne pas la prendre. Globalement, je pense qu'on a fait les bons choix. On a vécu quand même un peu plus de 18 mois assez intéressants, des changements majeurs. Si on fait un petit peu le retour au niveau humain, c'est ce confinement. On est passé beaucoup en télétravail forcé. On ne se déplace plus pour 2 heures de réunion à 500 km de là, on va faire une visioconférence. Même parfois à l'autre bout du monde, on a eu des clients qui nous ont fait venir pour 1h30 de réunion de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça devient stupide à ce niveau-là. Je pense que ça a amené un petit coup d'apaisement. Il y aura des choses après crise. Je pense qu'il faudra un peu de temps pour décortiquer tout ça, on va dire tous les bienfaits, tous les méfaits aussi de cette crise. Ça, on les voit, on nous les répète. Mais il y a tout un tas de bienfaits derrière. Quels vont en être les impacts? Moi, je suis plutôt positif. Plutôt positif. On a vu qu'on était des animaux sociaux qui ont besoin de se voir et se toucher. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire penser depuis plusieurs centaines d'années qu'on peut séparer l'esprit du corps, c'est le problème de Descartes, et ben c'est pas possible. On a un tout et on a besoin de ce contact humain. Gros coup de pression. Et moi, en fait, je réalise pas du tout qu'on est en train de rouvrir. Là, pour moi, c'est une blague. Là. Quand je vais voir rentrer les clients, oui, ça va un peu commencer. Mais oui, gros boule. Tu vois la boule? Voilà, comme un premier rendez-vous. Putain, il était temps. Ouverture publique! Non, je veux pas, je redoute d'endormir sur l'autoroute. Alors pour tuer l'ennui, je prends les petits chemins, les raccourcis. Je cours après les cachets qui sont parfois les placebos. Je chante aussi pour cacher tout ce vide entre mes os. Comme moi, je m'actualise sur le site du Pôle emploi. Je cumule et je cotise, je chante aussi pour l'État. Je cumule et je cotise, je chante aussi pour l'État. Je cumule et je cotise, je chante aussi